Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Il est quelle heure c'est alors volume, hop. Voilà, bon, un peu mieux comme ça. Volume. Bon, voilà, comme ça. Donc on va commencer. Alors tout d'abord, j'ai le plaisir donc d'accueillir Jean-Claude Dehaut. Alors vous savez que Jean-Claude Dehaut, c'est l'ancien président de la Société des Amis de Laon et du Lannoy, jusqu'à l'année dernière. Et sous la présidence de Jean-Claude Dehaut, on a multiplié les collaborations entre la Société historique de Haute-Picardie et la Société des Amis de Laon et du Lannoy. Alors Jean-Claude l'avait fait dès l'époque de Claude Carême, et puis sous ma présidence, ça a continué, on a fait des sorties ensemble, et donc des conférences ensemble. Et ça va continuer, parce que le mois prochain, le 7 décembre, on organise un petit colloque sur César d'Estrées. Et vous savez que Jean-Claude a réussi à faire acheter par la Société des Amis de Laon et du Lannoy un portrait de César d'Estrées qui fait maintenant partie des collections du musée de Laon. Alors ce portrait, il va venir ici le 7 décembre, et à cette occasion, on a réuni des spécialistes de l'époque de Louis XIV, et puis même des spécialistes de César d'Estrées, donc qui nous en parleront. Donc ce petit colloque, il durera pendant toute l'après-midi, du samedi 7 décembre, de 14h à 18h30, et ça se déroulera ici, donc retenez bien la date. Et ensuite, il y aura l'Assemblée Générale de la Société Historique de Haute-Picardie, qui se déroulera le vendredi 20 décembre, donc à partir de 17h30, ici, dans la salle Anne Morgan. Voilà. Alors, Jean-Claude Dehaut, vous le connaissez comme cardiologue, vous le connaissez comme ancien président de la Société de Laon, des Amis de Laon et du Lannoy, mais c'est aussi un numismate, c'est aussi un grand collectionneur de modèles et de médailles, et c'est pour ça qu'il s'est intéressé à Guillaume Dupré. Alors Guillaume Dupré, vous ne saviez peut-être pas qui était Guillaume Dupré. Guillaume Dupré, il est de chez nous puisqu'il est né à Sissonne, et c'est un des grands artistes français de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Et Jean-Claude a beaucoup de mérite parce qu'il y a presque rien comme étude sur Guillaume Dupré. Et quand sa conférence a été annoncée, vous avez peut-être remarqué, si vous regardez, eh bien la société, les amis d'Henri IV, qui sont basés au château de Pau, donc au château de Pau, ils ont relayé l'information. Et la conférence de ce soir, elle est annoncée sur la page Facebook des amis d'Henri IV, parce que vraiment, une étude sur Guillaume Dupré, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de novateur. Donc Jean-Claude a beaucoup de mérite. Alors, on est parti pour une aventure, on ne sait pas à quelle heure ça va finir, mais donc il m'a déjà prévenu, il faut que je lui fasse signe quand la moitié du temps sera passé, sinon à minuit on sera encore là. Alors voilà, donc théoriquement, il devrait pouvoir avoir terminé vers 19h15, le temps de vous laisser admirer les pièces qui sont dans les vitrines, donc des pièces qui viennent du musée de Laon. Donc en particulier des médailles réalisées par Guillaume Dupré. Voilà, alors merci d'être venu, je lui laisse la parole. Merci Monsieur le Président. Cette idée m'est venue pour rendre hommage à Claude Carême pour sa gentillesse qu'il avait à faire des choses également pour le patrimoine, et qu'il y ait une communication entre toutes les associations de Laon quand on défendait notre ville, notre histoire, et on va dire notre civilisation lannoise. Et c'était une bonne idée, je pense, de lui rendre hommage ce soir. C'est peut-être une moins bonne idée d'avoir essayé de tenir parole, parce que ça fait deux ans qu'on y travaille et ce n'est pas terminé. Cette conférence a lieu en 3 temps. Il y a d'abord eu un premier temps à Sissonne. J'avais trouvé que c'était tout à fait normal que les gens de Sissonne se réapproprient Guillaume Dupré, pas uniquement sous le nom d'un collège ou d'une rue. Ensuite, que vous compreniez pourquoi
et comment on a mis le nom de Guillaume Dupré sur les murs de notre musée et comment ça s'est fait. Enfin, que vous compreniez, là ce sera à Paris dans quelques mois, pourquoi Guillaume Dupré est un génie médailleur à l'union de ces 2 siècles, et pourquoi il est une référence qui est toujours reprise dans toutes les bibliographies qui concernent l'art, qui défend le goût, la manière, les allégories et les valeurs humaines de cette époque. Alors, Madame Planquinet m'a demandé de définir ce qu'était une médaille pour commencer. On ne comprend rien. Qu'est-ce qu'une médaille ? Eh bien, la première médaille historique, elle est de Pisanello, et ça se passe lorsque Jean VIII, paléologue, arrive en Italie pour essayer de réconcilier les 2 églises qui étaient d'Orient et d'Occident, qui étaient en plein schisme. Lui-même était menacé par les Turcs, il recherchait les alliances. Donc là, ce n'est pas sur l'avers une représentation héraldique, ce n'est pas un blason, ce n'est pas une teste de famille, c'est un homme en fonction, un homme qui pense, pour lequel on voit une physionomie. Et Pisanello, là, a voulu représenter l'esprit. Et c'est ça qui est complètement novateur dans cette médaille, par rapport au côté guindé, parfois symbolique certes, que nous avions avant. Donc là, c'est le véritable tournant de la médaille. Deuxièmement, le revers. Le revers doit s'articuler autour de l'avers. D'abord, une médaille, ça se lit comme un livre, droite-gauche, et non pas avers et retour comme une pièce de monnaie. Ça se lit comme un livre, donc vous la retournez comme cela. Et sur le revers, il y a une légende et il y a une imagerie, devrais-je dire. Eh bien, ce sont des symboles, des allégories qui ont un sens que vous ne devez pas forcément comprendre tout de suite. Il faut, pour que vous puissiez comprendre que vous ne soyez pas illettré, il faut que vous connaissiez vos lettres classiques. Il faut avoir dans votre bibliothèque peut-être des livres qui concernent les emblèmes. Il y en a eu tant à cette époque ensuite. Il faut que vous ayez aussi ces premiers livres qui donnaient des modèles sur les monnaies antiques et sur les valeurs symboliques qu'elles pouvaient avoir. Il fallait que les légendes soient en harmonie avec l'allégorie. Il fallait que ce ne soit pas un portrait. Il fallait que ça désigne le monde et les valeurs plus ou moins cachées. Voilà donc la première médaille de Pisanello. Elle a eu un succès considérable et tous les princes de l'époque ont voulu avoir une médaille concernant leurs valeurs familiales. Et l'important à l'avers, c'était d'avoir une physionomie, un caractère. Si c'était une femme, il fallait que, s'il voulait prouver son élégance, elle le faisait. Si c'était un humaniste qui était intelligent, ça se voyait. Si c'était un condottiere qui était un homme intransigeant, cela devait se voir et se comprendre. Donc on mettait à l'avers un homme qui était un tout. Et c'est ça qui est complètement novateur dans cette médaille de Pisanello. Alors, le siècle d'après, arrive Guillaume Dupré. La troisième caractéristique, devais-je dire également, de Pisanello, c'est que c'était certains peintres, et d'ailleurs il le dit, il le rappelle dans la médaille, moi je suis peintre. Il le dit 2 fois, une fois en grec, une fois en latin. Et la troisième chose, c'est qu'il était un fondeur. Et donc, il fondait ces médailles, et Guillaume Dupré sera un des derniers à le faire encore, avec tant de talent. Alors, comment faisait-il ? 2 façons. Une, la moins courante, on creusait et on sculptait dans le plâtre et on fondait directement. La deuxième façon, la plus commune, était de faire un modèle en cire que l'on sculptait, puis on faisait un modèle en creux dans lequel on fondait l'alliage de bronze. Et toute la qualité du fondeur était d'avoir le bon alliage qui
pouvait permettre d'avoir le relief sans coulure, sans bavure et avec les moindres détails respectés. Les fontes en or ou en argent pur étaient paradoxalement plus difficiles à effectuer. C'est pour ça que le bronze a eu un immense succès. Nous voici avec une médaille de Nicolas Brulard de Sillery, que tu as retrouvé, toi, quand tu as parlé du traité de Verdun, avec ton pote de Bellier. Là, c'est un homme, c'est un diplomate qui paraît assez raide, parce qu'il défend ses idées. Et il est dans sa magnificence. Ce n'est plus une médaille, c'est un médaillon de grand volume. Des médailles qui sont parfois faites, non pas pour être pendues, mais pour être posées sur des meubles. Et cette médaille de Nicolas Brulard de Sillery est la plus grande médaille que conserve actuellement le Louvre. Elle est en plein centre, allez voir ça. Il y en a une de Nicolas Brulard de Sillery, et il y en a une autre du président Jeannin dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc on voit donc là un caractère. On voit un caractère et on voit l'opulence et le moindre détail de sa pelisse, le col rabattu, les boucles de la barbe, les mèches, une à une, parce qu'il revient en ciselure derrière, une fois que la fonte est sortie de son moule, il revient en ciselure, il revient dans le guillochage, et chaque légende doit pouvoir se voir de loin. C'est ce qui change également par rapport aux autres. Et comme il y a un revers, il y a une symbolique, c'est un homme qui a beaucoup fait pour les traités de mariage, également en Suisse, et également donc pour le traité de Verdun. Il allait là, dans le monde, là où son roi l'envoyait. Donc on le voit sur un char avec 4 chevaux, comme les vertus cardinales. On le voit nu, certes, mais avec une petite couronne radiée, parce qu'il transporte sa lumière, et il a les valeurs du monde qu'il domine. Donc tout ça, si vous n'êtes pas lettré à l'époque, vous ne pouvez pas comprendre. Ce sont des médailles pour lesquelles ils se méritent. Et vous qui dans les musées passez sans les voir, ces médailles-là souffrent, parce qu'elles sont faites pour être admirées, pour être comprises. Elles ont un sens qui doit s'insérer, je pense, dans l'histoire de l'époque pour bien les comprendre. Alors, Guillaume Dupré était surtout sculpteur et fondeur de médailles. On admirera, et vous devrez retenir de lui, premièrement, la merveille qui est la médaille qu'il a faite du roi Henri IV, et qui restera le portrait type du roi pour toute sa postérité, y compris pour Rubens, qui n'a jamais vu Henri IV, y compris encore pour ce que je vous ai amené parfois du 19e, encore dans les faïences qui se font maintenant, quand on représente Henri IV, on prend le portrait que je vous montrerai tout à l'heure. D'autre part, également la deuxième chose exceptionnelle dans Guillaume Dupré, c'est la médaille qu'il a faite pour commémorer la naissance du dauphin, cette véritable délivrance dynastique. Vous vous souvenez qu'Henri IV était devenu roi parce que les 3 précédents n'avaient pas eu de fils, et c'était donc la peur de la France de revivre une 4e fois un roi sans fils. Et donc toute la symbolique là va être extrêmement importante à comprendre, nous allons la découvrir tout à l'heure. Enfin, la reine régnante, lors de la régence, elle devait affronter ce qui était la loi salique. Elle avait certes la régence, mais elle n'était pas comme un roi, acceptée comme un roi. Or, elle a essayé, et je pense réussi, à gouverner aussi par les arts. Et c'est peut-être elle qui a fait le plus de médailles grâce à Dupré, et avec des messages politiques extrêmement importants. Il a fait, je vous l'ai dit, non pas des médailles comme les autres, mais des médailles qui étaient des meubles, carrément des médaillons qui font 10-15 cm. Et surtout, alors que la médaille vient d'Italie,
on enverra à Mantoue, à Florence, Guillaume Dupré comme cadeau diplomatique, auréolé déjà d'une grande réputation comme premier sculpteur du roi et contrôleur des poinçons et des images du roi. Il arrive avec une réputation, et il a fait pour tous les grands du royaume, les Médicis, notamment, et surtout François de Gonzague, que vous allez voir, des merveilles. Ce sont les plus belles médailles, là où vraiment son génie s'est manifesté. Alors, je l'avais dit dans l'invitation, c'est tellement important pour la France que à l'Hôtel des Monnaies de Paris, ce qu'on appelle maintenant Quai Conti, le 13 pour les snobs, eh bien la salle d'honneur, le salon d'honneur de ce qui est devenu le musée de la Monnaie a été appelé Salon Guillaume Dupré. Pas Varin, pas les autres, personne. Guillaume Dupré, parce que c'est celui qui a mené l'art de la médaille en France à son apogée. On n'a pas fait de mieux depuis. Il faut voir un médecin. Ici, on se retrouve, comment dire, dans ce bâtiment de la Monnaie. D'abord servi à la cour des comptes de la Monnaie. Ça a aussi servi à Barthélemy de Sage à faire un cours de minéralogie. Et il a été inauguré par Louis-Philippe et la reine en 1833. Voici la médaille de commémorative. Vas-y. Voilà les vieilles photos. Vas-y. Voici le salon Guillaume Dupré. Voilà. Et c'est là que je me suis fait le défi un jour, avec les copains de la Société française du numismatique, de faire la 3e conférence sur Guillaume Dupré, d'ici un an, j'espère. Alors, comment Guillaume Fleury arrive ici à Laon, où on l'a copieusement oublié? Plus personne ne sait que Guillaume Dupré était de Sissonne. Et Édouard Fleury, qui avait marché le long de la Seine et trouvé des registres afférents aux quittances concernant Collard de Laon, a eu un deuxième coup de chance après. Il trouve en 1868 une édition du journal de Jean Hérouard que j'ai publié Soulier. De ce fait, il écrit à Vorges en 1869. Il trouve que c'est tellement important, il écrit une monographie, la première, sur Guillaume Dupré de Sissonne. Ce livre n'existe plus à Laon, il faut aller à Soissons pour le trouver. Il est dans la collection Perrin. Perrin, pour ceux qui connaissent, il avait une énorme collection, il a offert non pas à Laon mais à Soissons. Et dans le 3e tome, vous trouvez Édouard Fleury et ce livre-là. Alors évidemment, quand vous relisez ce livre, il fait les erreurs du temps. Il pense que cette petite statue qui fait 10-15 cm est de Guillaume Dupré. En fait, c'est de Bozio un siècle avant. Voilà, par contre, une médaille de Guillaume Dupré par rapport à un portrait de Forbus. Et une fois qu'il a compris, qu'il a trouvé une pépite, qu'il sait que Guillaume Dupré de Sissonne, eh bien, il va voir ses copains à la BNF, au Musée des Antiques, et juste quelques années avant était paru le trésor de numismatique et de glyptique. Alors, je vous en ai rapporté un exemplaire, et où le Normand a décrit par le procédé Colas, qui donne des représentations un peu gaufrées, les premières représentations des médailles de Dupré, mais aussi de Varin et des autres. Voilà. Et il a été le premier à les représenter avec quelques erreurs, et donc je vais vous les corriger petit à petit. Alors, Édouard Fleury écrit, moi j'aime beaucoup mieux la représentation de la Gazette des Beaux-Arts, notamment Michel de Beauclerc. Malheureusement, c'est pas de Guillaume Dupré.
Première erreur. Ensuite, la Société académique de Laon, se rendant compte qu'on a ici des trésors, c'est Pilois et Minou, ils interviennent à la Société académique, ils disent on devrait faire une réunion de toutes les sociétés savantes et faire, on est en 1882, et faire un colloque et un catalogue d'expositions. Et il s'ensuit plein de réunions, ils discutent, et on essaie de trouver quels sont les artistes qui sont capables d'attirer suffisamment d'attention et de renom à la civilisation lannoise. Donc Guillaume Dupré, ça ne fait pas de problème. Collard de Laon, malheureusement, on ne trouve pas grand-chose. Simon Barthélemy, oui. Claude Duflot, qui fait des représentations gravées de Coucy, bien. Et on trouve aussi Carrier-Belleuse. Et on pense aussi aux faïences de Saint-Denis. Donc voilà ce que vous retrouvez dans le catalogue de l'exposition qui est là, où il y a les premières représentations de ce qu'a le musée, et notamment le médaillon, le beau médaillon que a bien voulu prêter le musée. Donc il faut remercier d'abord M. Sarter, le directeur qui est là-bas, qui m'a aidé à prêter tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Également les gens du musée, Rémi Bazin, Morgane Rec, etc. Parce que moi, ce que j'aime bien dans le patrimoine, c'est qu'on partage entre associations. Que si besoin, le musée prête à la société historique, aux archives départementales, et pourquoi pas à la bibliothèque de Laon. Je rêve que ce que faisaient parfois nos prédécesseurs revienne, et qu'on puisse faire comme ça des expositions transversales, et non pas chacun de son côté. Donc, dans cette exposition, tu as envie d'avant. Dans cette exposition, il y a quelques photos de Dolé de l'époque. Et donc, il représente un médaillon, un grand médaillon en biscuit, qui est du comte Brancas de Lauragais, dans son château de Lacé, et qui est du 18e. Oui, dans la postérité, au 18e, on reproduisait encore les œuvres de Dupré, au point qu'on l'a retenu dans notre musée. Donc nous sommes en 1883, l'exposition se fait, elle est gratuite, seul le catalogue est vendu les 2 francs de l'époque. Et alors, on s'accapare parce que Dupré a une telle réputation que tout ce qui est bien fait, on pense que cela peut être de Guillaume Dupré. On pense que la statue d'Henri IV au Pont-Neuf est de Dupré. On pense que cette médaille-ci, qui représente le cardinal de Richelieu, est de Dupré. Je vais vous la décrire un peu. Donc vous voyez un homme dans sa fonction, qui pense, qui réfléchit, et on voit un chariot à 4 roues, avec un quadrige de 4 chevaux. Les vertus cardinales, bien sûr, doublement là. Et on voit la France, qui tient la palme de la paix et l'épée pour se battre, bien sûr. Et elle a enchaîné par le pied droit derrière elle la fortune de ses ennemis, qu'elle a vaincue. Elle a devant elle la renommée, et sur la renommée, il y a un petit pavillon, ce sont les armes de Richelieu. Et au-dessus, vous avez la victoire. Et toujours une légende en latin qui se rapporte. Il faut que la légende enrobe l'image, lui donne du sens. Il faut que l'avers soit en harmonie avec le revers, au niveau du style. Cette médaille est de Jean Varin. Il y a la même signée Jean Varin au British Museum. Donc celle-ci, qu'on nous a présentée en 1883 comme étant de Guillaume Dupré, n'est pas de Guillaume Dupré. Mais l'extrême réputation qu'on lui avait donnée a fait que... Pareil pour cette belle médaille de Nicolas Briot. Alors, Varin avait juste suivi Dupré dans ses fonctions, et Briot avait un peu coexisté très très difficilement, je vous raconterai tout à l'heure.
Donc Briot, qui a introduit les nouvelles techniques de presse, était encore un fondeur comme Varin un peu également, et cette médaille est de Nicolas Briot, qui a dû s'enfuir de France, d'une part parce qu'il y avait des problèmes d'argent, et que les progrès techniques qu'il a portés à la presse des monnaies et des médailles faisant trop de concurrence à ceux qui voulaient continuer à battre la monnaie avec le marteau, le trousseau, etc., eh bien, il a dû, un peu comme la révolte des canuts, il a dû s'enfuir, mais il n'a pas été perdu pour tout le monde parce qu'il est fini directeur de la monnaie à la Tour de Londres. Donc Guillaume Dupré, donc, lorsqu'on fait la commission du musée, juste après ce colloque, cette exposition, on se dit, mais quels vont être les hommes qu'on va mettre? Et on met quelques médaillons. Vous remarquerez que tous les médaillons ne sont pas pleins. Alors on met Guillaume Dupré entre Claude Duflot et les frères Lenain, et on met aussi Carrier-Belleau. Et on pensait mettre Fayard de la faïencerie Saint-Denis, ça n'a pas été fait. Donc il y a une commission du musée, elle s'est réunie, elle propose, la mairie dispose, elle accepte, et ça se fait, le musée est allant avec sur ses macarons, si je puis dire, la réappropriation par les Lannoy de Guillaume Dupré, avec des dates qui ne correspondent pas. Alors pourquoi elles ne correspondent pas? Elles ne correspondent pas parce que ce sont des dates estimées, elles le sont toujours. Il n'y a pas de date de naissance, ni date de décès. On retrouve Guillaume Dupré avec des dates quand il est nommé pour ses fonctions, dans ses appointements à la maison du roi ou comme premier sculpteur du roi. On le retrouve encore dans les minutiers des notaires de Paris. Ça, c'est quelque chose de nouveau et qui est maintenant accessible. Et notamment, on voit des signatures de Guillaume Dupré sur les actes. Et j'y vais là, le 17 décembre chercher ces actes, cette signature, qui n'ont jamais été publiés encore. Donc voilà, Guillaume Dupré allant. Et ça fait quelques années qu'on y travaille. Voici, lors des Journées du patrimoine, ce que nous avions commencé à faire. Voici, vous voyez là, de Guillaume Dupré, les médaillons du président Jeannin. Regardez la taille des médailles de Dupré par rapport aux Italiens, par rapport aux autres Français. Il les écrase, carrément. Ce sont des médaillons que l'on peut poser, qui ont vraiment de l'assise et qui doivent en imposer, justement. Donc les grands médaillons de Toulouse, pareil. Donc ça c'est tout lourd. Alors, comment on arrive à approximer à peu près, ne serait-ce que là, la date de sa mort? Selon l'acte mortuaire, Madeleine, son épouse, mort veuve à 70 ans le 16 juillet 48. Sur l'acte, on dit qu'elle est veuve, donc il est mort avant 48. Jacques Dupré, son fils, il a eu 5 enfants. Jacques Dupré se maria le 19 février 1643, l'acte de mariage indiquant son père encore comme vivant. Donc c'est entre 1643 et 1648. Marie Dupré se maria le 31 juillet 1646, fils du défunt Guillaume Dupré. Donc c'est encore avant. Et là, on met les fonctions. Commissaire général des fonds de l'artillerie de France, qu'il aura vers 1729. Vers, c'est encore approximé. Il était dit dans l'acte, contrôleur général des poissons et effigie des monnaies de France, et époux de Madeleine Prieur, la fille de Prieur le sculpteur, et il demeure rue de la Garancière. Alors, rue de la Garancière, c'est ce quartier de Paris où il y avait beaucoup de huguenots, à tel point qu'on l'appelait la Petite Genève. Parmi les témoins, Jacques Dupré, maître peintre, frère, et Abraham Dupré. Abraham Dupré est celui de ses enfants
qui a succédé à Guillaume pour être premier sculpteur du roi. Il a pris des moules de son père et fait quelques modèles originaux. Il a également succédé à son père comme contrôleur général de l'artillerie. Parce que pour l'artillerie, il faut du bronze, il faut savoir couler le bronze. Et ces médailleurs, comme Guillaume et Abraham, savaient fondre le bronze. Donc ce qui intéressait le roi, c'est de les avoir pour contrôler la fonte du bronze. Et donc, dans les actes, on verra qu'il a également, dans ses fonctions, un logement à l'Arsenal. Donc Guillaume Dupré est donc mort entre le 19 février 1643 et le 31 juillet 1646, date à laquelle Abraham, son fils, lui avait succédé comme commissaire des fonds de l'artillerie. Donc vous voyez encore le flou qu'il y a. Il faut aussi savoir que lorsque qu'un roi employait un artiste pour sa maison, pour ses châteaux, ou pour avoir une fonction honorifique comme premier sculpteur, il y avait toujours une enquête de religion. On l'a trouvé pour Varin, on l'a trouvé pour Briot, malheureusement on ne l'a pas trouvé pour Guillaume Dupré. Tout concorde à dire qu'il est huguenot, la famille dans laquelle il rentre, ses enfants qui sont huguenots, la façon dont il se comporte dans sa vie, tout comporte à dire qu'il est huguenot. Mais aucun acte ne le dit. Aucun acte ne le dit encore. Alors la Grande Galerie. Quand Guillaume Dupré fait une certaine médaille que je vous parlais tout à l'heure, il va avoir droit d'entrer au Louvre comme sculpteur du roi, et il sera parmi ceux-là un de ceux qui pourra loger au Louvre et avoir son atelier dans le Louvre, dans la Grande Galerie. La Grande Galerie, c'est le grand dessein d'Henri IV de joindre le Louvre au Palais des Tuileries en passant au-dessus du mur de Charles V. Ça permettait au roi de rester au Louvre et d'y régner pour le pouvoir et d'avoir le plaisir d'un château plus opulent, peut-être plus spacieux et plus confortable, et il allait avec plaisir aux Tuileries. Alors, il faut imaginer la section de la galerie, ce qu'on appelle la Grande Galerie en fait. Là, quand Henri IV reçoit cette fameuse journée où il était un peu malade et où on le disait malade, où il reçoit un diplomate espagnol, il sait qu'il doit lui en remontrer et il va user le long de cette galerie, vous voyez qu'il fait, et la faire plusieurs fois au point que le diplomate, qui avait quand même un peu d'âge, demande pitié. Et là, ça montre un peu le caractère des rois de l'époque. Et donc, tout le dernier étage, c'est une enfilade où on pouvait mettre les œuvres apportées par François Ier, etc. C'est l'endroit où jouait même l'enfant Louis XIII, faisant courir des renards, des oiseaux, même un chameau que lui veut faire le duc de Nevers. Mais donc, les ateliers de tous ces artistes qui avaient été reconnus d'une telle utilité, d'une telle importance publique comme administrative et également comme outil politique, le roi les prend et les met dans ces ateliers-là, de la Grande Galerie, et ils échappent aux corporations, aux enquêtes de la corporation. Ils deviennent maîtres sous la désignation d'un autre maître, sans devoir produire de chef-d'œuvre. Et ils peuvent former des apprentis, qui peuvent aller en France comme ils le veulent. Mais il ne prend que les meilleurs. Et il n'y loge que le meilleur des meilleurs. L'élite de la France à ce moment-là, elle est là. C'est un véritable conservatoire avant la lettre des arts et de la magnificence que le pouvoir voulait avoir dans sa représentation. Donc, évidemment, il prenait les meilleurs. Et Guillaume Dupré, comme avec Franqueville, comme avec d'autres, les premiers lissiers avant les Gobelins, etc., ils étaient là. La fameuse tapisserie de l'Arsenal a été tissée là. Et ainsi de suite. Donc il a fondu ses médailles à cet endroit-là.
Et donc, dans les actes, on sait même à quel endroit il était. Au 13. Dans ce qui était un grand entresol, et il pouvait y fondre autant qu'il voulait. Et quand il a fait la médaille Propago Imperi, dont je vous parlerai tout à l'heure, ça a tellement plu au roi qu'il a dit « Vous pouvez en faire autant que vous voulez, les vendre à votre avantage. » Encore quelque chose en plus comme bénéfice pour Dupré. Dupré est probablement celui qui a eu le plus d'avantages comme artiste, sans avoir bien sûr la richesse qu'aura un Rembrandt ou un Rubens, ce genre de choses. Mais pour un médailleur, on n'a jamais fait mieux. Regardez à droite, en bas, on voit les balanciers des monnaies, la monnaie du Louvre. C'est pas Dupré, ça. Il y avait aussi une imprimerie. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour que le pouvoir puisse avoir sous la main tout ce qu'il fallait faire de beau. Donc c'est l'acte qui lui dit qu'il peut s'installer. Et là, ce médaillon de Jean Hérouard. Je vous ai dit tout à l'heure que Édouard Fleury avait vu le livre de Soulier transcrivant le journal de Jean Hérouard. Qui était Jean Hérouard? Pas franchement un médecin au départ, c'est plutôt quelqu'un qui fait dans l'animal, et je dirais même dans l'équin. Et il est admis comme médecin, et donc le roi qui va absolument protéger son fils, après cette délivrance dynastique de ce dauphin né en septembre 1601, si je me souviens bien, eh bien il lui affecte un médecin qui va écrire chaque jour tout ce qui se passe. S'il a une colique, si ça sent bon, ce qu'il mange, quand est-ce qu'il l'appelle maman, et des choses extraordinairement intimes. Et à un moment donné, on appelle le dauphin, il est mené au roi qui revient de la chasse, et on le ramène dans sa chambre pour être tiré de tout son long par le sculpteur du roi Guillaume Dupré, dans le texte, Guillaume Dupré de Sissonne. C'est dans ce journal-là, très émouvant entre deux cacas, qu'on apprend que Guillaume Dupré de Sissonne est sculpteur, ce sculpteur-là, ce médailleur, est notre Guillaume Dupré de Sissonne, d'où la réaction de Fleury parce qu'il est de Sissonne, d'où sa deuxième réaction aller chercher tout ce qu'il avait fait, savoir si c'était important dans le trésor de la glyptique, d'où troisièmement la société académique qui inclut Guillaume Dupré dans son colloque, dans son catalogue, d'où la grande réputation aussi qu'il a eue ensuite chez tous les numismates, au point qu'on donne son nom au salon d'honneur de la monnaie de Paris. Ici, c'est un médaillon en plâtre doré fait par Adrien Blanchet, que vous pouvez voir à Paris, dans le palais des sciences, comment ça s'appelle, là où il y a plein de dinosaures, etc. Ah, c'est là, au Muséum d'histoire naturelle. Voilà. Et parce que il travaillait aussi sur les chevaux, voilà, tout simplement. Et c'est un médaillon qui a été copié sur une médaille, un grand médaillon attribué à Dupré, qui est à Vienne. Avec pour réserve que la médaille existe aussi par Jean Varin. Donc cette médaille qui est à Vienne, qu'on attribue à Guillaume Dupré, n'est peut-être pas de Guillaume Dupré. Donc tout cela, vous le voyez sur Internet, etc. Eh bien, toute médaille qui n'est pas signée Guillaume Dupré
voulait fuir. Il a toujours, même quand il fera une petite, la seule que l'on ait de lui d'ailleurs, avec certitude, une petite pierre fine, un petit saphir, représentant quelqu'un de la famille de Nassau, au moment où on avait une alliance avec eux. Et il a la place pour mettre 2-3 lettres, pas plus. Il met un G, un D et un F. Guillaume Dupré Fécite. Pas une bonne médaille de Dupré qui ne soit signée de lui. Guillaume Dupré Fécite. Avec une date. Sur le pourtour, toujours un gaudronnage. Et vous voyez des lettres qui se démarquent bien plus que ne l'a fait Varin. Il n'y a que Dupré pour faire des lettres qui se voient bien et de loin. Alors, il était sculpteur du roi. Il travaillait chez son beau-père Barthélemy Prieur, qui était le maître du moyen bronze français, qui était aussi sculpteur, il travaillait sur les façades du Louvre. Il a probablement travaillé lui aussi, Guillaume Dupré, mais pour qu'il devienne premier sculpteur du roi un jour, par transmission de la fonction de son beau-père, il fallait bien qu'il sculptât une œuvre majeure. Et ici, c'est une statue qui serait signée de lui. Je n'ai jamais pu avoir la signature, lettre recommandée et tout, de la signature de cette statue. Par méfiance, mais la réputation est telle que ça doit être vrai. C'est la seule statue qui serait signée de Guillaume Dupré sur le monument funéraire de Guillaume de Vic, appelé encore le Chevalier Sarède. Il aurait également fait sur une commande de Métezeau. Métezeau est avec Androuet du Cerceau, ces grands architectes qui ont fait la grande galerie du Louvre. Hein. Métezeau fait la partie vers les Tuileries et Androuet du Cerceau l'autre. Et Métezeau est également chargé de faire l'organisation à la Flèche chez les Jésuites, l'endroit où on met le cœur d'Henri IV. Eh bien, il y a eu un marché pour que, donc signé, mais avec X livres, etc., où Guillaume Dupré devait faire la portraiture du roi et de la reine d'1,20 m à peu près. Ça n'a jamais été fait. Et il y aurait un dessin, alors tout ça c'est dans les bouquins, c'est toujours marqué en bas, et il y a un dessin au Louvre. Malgré mes demandes, pas moyen de l'avoir. Donc j'y vais. On suit. Alors, vous verrez au musée du château de Pau, plein de statues et ailleurs qui sont attribuées à Guillaume Dupré. Aucune n'est signée. Vous verrez également dans les ventes aux enchères des statues en bronze attribuées à Guillaume Dupré. Grande méfiance, cet homme-là, quand il fait quelque chose de grand et de beau, signe. Aucune n'est signée de Dupré, et je dirais même des statues en bronze du Louvre qui avant été attribuées à Guillaume Dupré sont réattribuées à Barthélemy Prieur. Donc méfiance. Toujours est-il qu'il a appris son art, bien sûr, chez son beau-père, parce que Barthélemy Prieur, c'est un grand sculpteur français, avec pour seule faiblesse qu'à l'époque, on ne savait pas fondre de grands bronzes. On n'a jamais dépassé que des bronzes de 60 cm. On était encore à l'époque, en France, incapable de fondre un cheval pour faire une statue sur une place. Ça aura son importance. Une statue qui a été vendue pour de Guillaume Dupré, pas signée, une belle statue. Alors évidemment, pour vendre un peu plus cher, si on peut la dire de Guillaume Dupré, bien sûr, pas de souci. Pareil pour celle-là, avec des articles qui se font en veux-tu, en voilà, qui paraissent dans des revues très sérieuses. Et donc, on a pensé, et Édouard Fleury le dit aussi, et d'ailleurs, c'est lui qui a fait la statue d'Henri IV de Pont-Neuf. D'abord, le cheval n'a même pas été fait en France, il a été fait en Italie, par un certain Jean de Bologne, né à Douai, où il y a une seule statue d'ailleurs qui est dans une réserve qu'on ne montre pas actuellement. Enfin bref,
Très beau musée à voir dans cette Chartreuse. Très beau musée. Jean de Bologne. Donc, il arrive à faire, pour les Médicis, une des premières statues, comme on en faisait quand même chez eux depuis un siècle. Hein. C'est la troisième grande statue à hauteur de cheval, si je puis dire, de cette époque-là. Et arrive le cheval, comme cadeau diplomatique, après bien les vicissitudes, mais il n'y avait pas de... il n'y avait personne sur le cheval. Donc il a bien fallu trouver quelqu'un pour monter dessus, donc ça devait être Henri IV, et donc Henri IV, on pensait que c'était Guillaume Dupré qui aurait pu la faire, ou tout au moins donner le modèle pour le visage. Or, on sait maintenant que c'est Franqueville. Voilà. Donc, c'est encore quelque chose que vous pouvez rayer de Guillaume Dupré. Guillaume Dupré n'a rien à voir avec la statue du Pont-Neuf. C'est quand même la première statue équestre française, et c'est donc un impact, tu peux revenir avant, c'est quand même un impact, c'est-à-dire, c'est la première et la dernière, où on représente un roi dans son armure de son époque, au réel, non idéalisé, et de son époque, avec l'armure de son temps. Après, les Louis XIV et Louis XIII sont toujours en empereur romain, etc. Hein? Et bien, c'est un impact, c'est-à-dire c'est la première et la dernière qui a été faite comme ça en France. On arrive ici à ce personnage qui était à Fontainebleau, là où il est né, Louis XIII, sur le Dauphin. Je vous ai dit tout à l'heure que Guillaume Dupré, dans le journal des rois, avait fait le portrait du roi en terre de poterie, l'avait tiré de tout son long. Il est dit également dans ce journal qu'il a offert des jouets en terre cuite, qu'il a offert une nourrice en terre cuite, et on appelle ces sculptures les artistes d'Avon. Alors on pensait que la fabrique était à Avon. Eh bien, pas du tout. Fontainebleau, le château de Fontainebleau, qu'en est le Dauphin, n'est pas encore, une circonscription religieuse, une paroisse. Alors, lorsqu'on est au château de Fontainebleau, on est en fait de la paroisse d'Avon. Et donc, je vous ai mis là, à gauche, l'acte de naissance de Louis XIII, eh bien, il est né dans la paroisse d'Avon. Voilà. Et donc, tous ces artistes, céramistes, dans les successeurs de Palissy, une bonne partie sont dits d'Avon. Et on pensait qu'il y avait une fabrique à l'extérieur du château. Or, toujours dans le journal des rois, je vous ai bien dit que le roi va visiter la poterie et qu'il y prend des jouets et les offre aux uns et aux autres. Donc voici ces fameuses poteries d'Avon, mais qui sont certes parfois des jouets, mais qui ont une valeur symbolique. Ici, c'est le roi Henri IV en Neptune, et qui tient quoi dans sa main? Un dauphin. Ici, c'est l'amour dans une gondolia, avec de l'eau, on ne la voit pas bien là. Après, c'est extraordinaire. Voici, alors on sait dater, vous savez, dans ces gondolias, à 10 ans près, sur la chevelure, la mode. Pour les hommes, c'est parfois la façon dont on taille la barbe. Mais c'était juste dans la toute petite enfance, là où Guillaume Dupré était à Fontainebleau, elle date de cette époque-là. Et donc, on voit une femme dans l'eau,
symbolisant le printemps, mais elle a perdu les autres. Et regardez à gauche, il y a un dauphin. Vous le voyez? C'est pas un jouet. Et donc, jusqu'à la nourrice que le dauphin offre à la petite Compensier, eh bien, il y en a 2-3 qui sont signés Granger-Grandet. Alors on les a, pendant un moment, toutes ces... Parce qu'il y en a eu beaucoup, il reste peu, mais il y en a eu beaucoup à l'époque. On les a, pour les vendre plus cher, dit comme étant de Bernard de Palissy. Il faut les réattribuer à la fabrique d'Avon. Maintenant, je vous dis, c'est en fait à Fontainebleau, dans le château, dans l'aire du château de Fontainebleau. Et il y a une deuxième fabrique en France, en Normandie, qui en faisait à peu près des semblables. Je ne vous dis pas que c'est Guillaume Dupré qui a émaillé ces poteries. Je vous dis qu'il était à Fontainebleau, auprès du roi, et qu'il a fait des choses, des jouets tout à fait politiques qui avaient un sens, et qu'il a pu faire les moules, qu'il a pu donner ses idées, ses conseils. Mais rien ne prouve encore qu'il en ait fait pour lui ou à son profit. Je pense qu'il a simplement aidé, comme c'était un peu son rôle de le faire, comme il le faisait également entre artistes dans la grande galerie du Louvre. Tout le monde cédait en fait. Voilà. Donc là, alors il y en a dans tous les musées du monde. Les deux gondolias de tout à l'heure viennent du château des Coins, sous la garde de Nicolas Crépin-Leblond. Celle-ci, il y en a une qui vient des États-Unis et une autre qui est à Sèvres. Et c'est celle de Sèvres qui est signée Granger-Grandet. Mais sans plus. Dans Granger-Grandet, il manque le F. Pareil, le dauphin, etc. Voilà ce qu'on voit dans la littérature attribué à Guillaume Dupré. Et attribué comme aide, mais je ne pense pas, moi, qu'il les a faites, et en tout cas, il les a jamais émaillées, c'était pas son boulot. On repasse. Alors, tu reviens devant. Voilà, on revient. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Martine Plouvier et Cécile voulaient qu'on explique un peu comment on faisait les médailles. On faisait donc, pour Guillaume Dupré, on sait qu'il faisait les cires. Comme il était contrôleur des effigies et des poinçons pour les monnaies, c'est lui qui faisait le franc Louis XIII, on voit Louis XIII avec sa fraise, etc. C'est lui qui a fait la cire. Et Nicolas Briot, qui a fait l'essai, n'a pu que le copier. Mais le concepteur de l'effigie, c'est Guillaume Dupré. Et donc, il fallait parfois des matrices pour comment dire, répliquer les modèles en creux ou en relief. Et donc, on a la chance d'en avoir trouvé, c'est Cécile Souchon qui m'a dit ça. Va voir au musée Le Sec de Tournelle, il y a des médailles de Guillaume Dupré. Et dans les littératures, je vois que non seulement il y a des médailles de Guillaume Dupré, mais il y a aussi 3 matrices. Donc, en voici une. Vous voyez que c'est pas une légende rétrograde, ça existe aussi dans l'art monétaire, hein, les légendes rétrogrades. C'est une matrice pour faire un modèle en creux. La même chose dans le Propago Imperi dont je vous parlais tout à l'heure, en creux et en relief. Ce sont des matrices. C'est extrêmement rare d'en trouver. Pour ce modèle-là de médaille que je vais détailler tout à l'heure, c'est extrêmement rare. J'en ai trouvé qu'une autre pour le Dauphin et une autre pour Catherine de Savoie, qui est ici, qui est dans la petite exposition. Et donc, comme c'était des médailles fondues, elles étaient donc forcément unifaces. Et lorsqu'on voulait faire une médaille recto-verso, il fallait bien les réunir. Et donc, on les réunissait par du plâtre, tout simplement. Voilà. Et enfin, encore quelque chose qui va vous décevoir, parce que l'histoire est belle, mais elle n'a pas besoin d'être enrichie par les mensonges des gens qui... Bon.
On dit que Guillaume Dupré s'est fait connaître par une médaille de Gabriel d'Estrées. Vous voyez ça partout, hein, partout. Eh bien, je vais vous prouver que c'est faux. D'abord, le style. C'est trop pâteux, c'est pas bien. La suivante, qui est un peu mieux. Voilà celle qu'on a pensé être de Guillaume Dupré. Il manque le gaudronnage, vous savez, ces petites perles qui font le tour. Et cette façon de traiter l'écriture, c'est pas de Guillaume Dupré. Et deuxièmement, le traitement regardez la barbiche, les boucles des cheveux, ça n'a pas la même monumentalité, la même emphase, la même faconde. Et d'autre part, il signe toujours. Et évidemment, pour une médaille qu'il aurait voulu présenter au roi, il ne l'aurait pas signée de son nom, mais d'un autre. C'est pas possible. Donc c'est, en fait, maintenant on le sait, c'est celle-ci qui a fait une fausse réputation à Guillaume Dupré. Elle est de Nicolas Guignon. Voilà. Donc quand vous lisez le petit opuscule, très bien fait d'ailleurs, de nos anciens historiens qui ne sont plus là d'ailleurs pour se défendre, eh bien il y a des choses qu'il faut... Et le problème des historiens, c'est qu'ils se recopient parfois. Et donc sur Internet, vous voyez des choses qui se recopient. Il faut aller aux sources, toujours les sources. Alors là, on arrive dans le Guillaume Dupré utile. Figurez-vous que les médailles étaient tellement importantes sur le plan politique que chaque année, le jour de l'an, Sully arrive avec des jetons en or, en argent, pour offrir au roi pour ses étrennes. Et dans les discussions qui sont avant ou après, le roi dit vous ne pourriez pas faire une devise qui nous permettrait de... etc. Et là, on est juste au moment où le duc de Savoie a envahi le marquisat de Saluces. Et il a fait faire, par le même Nicolas Guigné, une médaille où on voit le centaure, c'est-à-dire le duc de Savoie, ramasser la couronne de marquisat de Saluces. Et il dit, je l'ai opportunément ramassée. Alors que va faire le roi? Il ne va pas admettre qu'un Savoyard vienne envahir un marquisat de son royaume. Certes, ça permettait d'arriver facilement dans ces États de Savoie, ce n'est pas une raison d'envahir la France, et donc il fait la guerre, et il la gagne. Et tout comme il y a une symbolique progressive dans la prise de pouvoir, la façon de le conserver, et puis ensuite de gouverner par les arts, au départ, on affirme sa force. Et là, le roi étant Hercule, à droite, hein, tu triompheras de la force du monde, Vinces Robur Orbis, c'est justement l'anagramme de Ericus Borbonis. Donc il y a un jeu de mots qui ne vous est pas dit, mais c'est à vous de le deviner. Et tout ceci, si vous avez de l'argent et que vous n'êtes pas capable encore de le comprendre, si vous êtes lettré mais pas suffisamment lettré, eh bien il y a des livres pour ça. Donc il y a Jacques Deby, calcographe du roi, qui commet plusieurs livres qui expliquent tout cela. On peut passer. 1600. Ensuite. La France métallique de Jacques Deby. Voilà. L'âme de la pièce. Quand je disais que l'avers, il fallait que la physionomie retrace. Eh bien l'âme, c'est-à-dire le sens de la médaille, doit être compris. L'âme est un anagramme fort heureux, le nom du monarque rendant lettre pour lettre de Ericus Borbonius, le corps est d'un Hercule en pied, portant une grande maintien de la statue en sa droite, au support de l'épaule, etc. Voilà. Donc vous voyez, il y a dans ces livres qui sont là-bas, juste à côté de Michel Sarter, l'histoire métallique de Jacques Deby qui explique tout cela. Voilà. Avec parfois des erreurs de date, d'interprétation que nous devons corriger au fur et à mesure. Et dans la postérité, encore au XVIIIe, on reproduisait encore ces médailles. Parce que c'était une façon, quand vous aviez de la culture, d'être au courant de cela.
et ne pas passer à côté de ces pauvres médailles sans les regarder ni les comprendre. Voici un nouvel Alcide pour le monde. Et donc là, c'est Henri IV qui tape sur le centaure et qui reprend la couronne du marquisat. Hein? Et là, il écrit opportunus, encore plus opportun. C'est donc le clin d'œil. Il fait pièce au duc de Savoie. T'as vu, c'est moi qui t'ai eu. T'as voulu faire de l'esprit, j'en ai plus que toi. Et j'ai la force, et je l'accomplis. Voilà une médaille, et tout ça, ça a un sens. Ça s'inscrit à une époque où cela avait un sens. Pour la postérité dans Jacques de Billy, pareil encore au XVIIIe. Pareil là, dans les jetons de présence à la Cour de compte, etc. Tel succès. Alors, on n'a pas fait de beaux portraits de nos rois en empereur. On a le dernier essai qui est sur les Carolingiens. Ici, Charles IX. Voici probablement la merveille de Guillaume Dupré, qui laissera le portrait, qui va fixer dans vos mentalités, encore maintenant, le portrait d'Henri IV, que vous reconnaissez tout de suite. D'abord, regardez la façon de... C'est une monnaie qui n'est pas frappée, mais qui est bien fondue. Regardez la qualité des poils de la barbe, des boucles des cheveux. Regardez le pli rabattu du col. Regardez le gorgognon qui est sur le milieu de la cuirasse. Regardez l'épaulette de la cuirasse. Regardez la façon dont se détachent les lettres. Il est dans son pouvoir, mais c'est un pouvoir serein. Il plisse légèrement les yeux. Alors on voit les rides de la patte d'oie, et même le sourire est légèrement ombré par la moustache. Il est sûr de lui. Donc on en fera en or. Et voici celle, le plus bel exemple, hein, parce que c'était moulé, surmoulé, reproduit, etc. Hein, le plus bel exemplaire conservé en France au Musée des Antiques, à Bibliothèque nationale, sur leur site de Richelieu. Voilà. Regardez ça, c'est la merveille dans l'art monétaire français, bien avant Varin, bien avant Briot, bien avant tous ces autres. Et c'est ce portrait-là que reproduira Rubens dans la série qu'il fera. Ça s'est reproduit dans les lithographies et par les calcographes de l'époque. Alors, évidemment, parfois ils prennent un miroir avec la claque, hein, voilà. Voilà. Et quand Rubens, justement, à la commande en 1622 de cette série pour Marie de Médicis, dans ce tableau qui s'appelle la présentation du tableau au roi, eh bien on reconnaît tout de suite Henri IV. Rubens peignait pour la beauté. Et donc il n'allait pas mettre les personnages historiques de l'époque dans leur représentation qu'ils avaient 12 ans après. Les femmes avaient vieilli, les hommes aussi d'ailleurs. Et voici, autant il avait approché Marie Médicis, on a un dessin qui est tout lourd, il ne pouvait pas représenter Guillaume, il ne pouvait pas représenter un Henri IV affaibli. Il fallait, pour l'honneur même de la reine Marie de Médicis, qu'elle ait épousé un vainqueur et qu'elle puisse s'en servir au niveau symbolique. Et donc, il prend cette médaille comme modèle. Ce n'est pas le premier à l'avoir fait. Donc, il a représenté Henri IV alors qu'il l'avait jamais approché et probablement jamais vu. C'est une tradition en peinture, lorsqu'on n'a pas un portrait, on prend parfois une médaille. Par exemple, le Titien, lorsqu'il a fait un portrait de François Ier, il prend une médaille que lui a donnée le cardinal de Lorraine,
par une médaille qui a été commise par Benvenuto Cellini. On peut passer. La voilà. Le portrait du Titien, la médaille en question, historique, dans écrit, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est pour la postérité. Donc vous voyez les calcographes à droite, ils sont inversés, et voici une tapisserie des Gobelins au mobilier national. Et voici l'exemplaire. Là, nous avons eu la merveille, là, nous avons le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre consiste à faire une médaille comme un camé. Vous voyez l'art de Dupré ici, de mettre les deux portraits et d'avoir, sans trop mettre d'épaisseur à la médaille, deux portraits bien distincts l'un de l'autre. Regardez le luxe apporté aux vêtements, aux collerettes. Vous voyez la façon dont il a fait les détails des poils, de la barbe, des boucles de la chevelure. Regardez le pli, regardez le col plat, rabattu, regardez les détails de la cuirasse. Regardez le portrait de la reine qui, bien qu'en arrière-plan, se distingue très bien. Et c'est une médaille fondue, qui n'est pas frappée, qui est fondue. C'est le meilleur exemple de fonte de médaille en France. On n'a pas fait mieux depuis. Eh bien, cet exemplaire-là, c'est l'exemplaire du musée. C'est d'ailleurs lorsqu'ils en ont parlé au colloque, lorsqu'ils font le catalogue, le numéro 1 de la 4e partie composée des médailles, Guillaume Dupré, numéro 1 du catalogue. Merci donc au musée de nous avoir prêté. Voilà. Et donc derrière, il y a Propago Imperi. Je vous l'ai dit, on vient d'assister à la fin d'une grande peur. La dynastie est enfin sauvée. On a un fils. C'est le 4e roi qui enfin a un fils. Nicolas Brulard de Sillery a réussi à ce que Henri IV puisse divorcer de Margot, de Marie de Valois. Marguerite de Valois. Et donc, évidemment, ils sont très reconnaissants à Sillery. Il arrange également le mariage. Et donc, vous avez là un Henri IV en mars et une reine, Marie de Médicis, qui n'est pas encore sacrée, de l'autre côté. Et vous avez le dauphin qui a le pied sur un dauphin. Vous avez la date en dessous, 1603. Dans Jacques de Billy, il fait une erreur, mais 1604. C'est pas grave. Vous voyez bien la Propago Imperi, mais d'où ça vient Propago Imperi? Vous avez donc un aigle qui vient apporter la couronne. Vous avez le roi Henri IV qui a la même posture en contre-posto, bien droit sur une jambe et l'autre un peu en arrière, tout comme dans la Gondolia tout à l'heure. Et donc on a cette trinité symbolique qui se donne la main, la dextre, comme dans les livres d'emblèmes, on parle de la filesse, toujours la main droite. Et c'est repris depuis que les Romains, même dans les guerres de la République, se faisaient la guerre, ils se serraient la main sur le champ de bataille, et c'est reproduit filesse, c'est là-bas, c'est dans les bouquins qui sont là-bas. Toujours est-il que il se serre la main au-dessus du dauphin qui a la volonté de mettre le casque. Propago Imperi, quand est-ce que c'est apparu dans l'art monétaire? On continue, vas-y. Donc la même chose, celle du cabinet des médailles à Paris. Voilà, celle conservée à Paris. Jacques de Bille, ensuite, à Lyon, ensuite, la matrice de tout à l'heure, ensuite, en creux, voilà, ensuite. Et donc, il faut fouiller dans les livres d'emblèmes. Donc, vous voyez ici deux personnages, un homme et une femme, qui se serrent la main au-dessus d'un enfant. On continue.
continue. Et donc la solution, elle est, dans, je vous l'ai dit, dans les livres d'emblèmes. Également, ils aiment bien les reproductions de monnaies romaines. Donc il y a des livres entiers sur les monnaies avec la signification des légendes. Propago imperi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a les Sévères qui sont amis d'une famille Plotin. Et la famille Plotin a une fille, la fille du préfet a une fille, et elle va se marier avec Caracalla pour avoir un enfant, et que pour que les Augustes puissent avoir une descendance. C'était une nouvelle tragédie dynastique sinon. Donc pour la propagation de l'Empire, c'est ce jour-là, le message, il est né. Propago imperi. Je n'ai pas trouvé d'autre chose plus vieille que ça. Et c'est ce qu'on dit aussi dans les littératures. Pareil, ensuite. Ça, c'est après. Voici en or. Alors, cette médaille, c'est celle-là que Guillaume Dupré a montrée au roi. C'est celle-là qu'il a fait désigner comme le meilleur médailleur de son temps, celui qui avait le plus de génie. Il a compris la tragédie dynastique et son dénouement. Il a compris qu'il est avec sa reine, qu'il a eu un enfant, et qu'il y a une possibilité pour le royaume de France d'être serein pendant au moins quelques temps. Il n'y aura pas de querelle de succession. Et donc, grâce à ça, il rentre dans la galerie du Louvre. Grâce à ça, il a le privilège d'échapper aux corporations. Grâce à ça, il pourra produire cette médaille-là, pas une autre, cette médaille-là, autant qu'il en voudra, en or et en argent, échappant aux corporations qui, elles, devaient mettre des poinçons, etc. Lui, pas du tout. Il les vend. Alors, il y a des procès se font. Chaque fois Henri IV, je vous montrerai dans la publication, chaque fois Henri IV revient, il dit c'est ma volonté, c'est comme ça. Il est défendu. Et donc, il est tellement bien. Quand Henri IV donne le privilège, il décrit, Henri IV décrit la médaille. Jamais un roi jusque-là n'avait décrit une médaille. Je suis représenté avec ma femme juste derrière, en profil, et de l'autre côté, sous la légende Propago imperi, moi en Mars, elle en Pallas, voilà. Mais il ne dit pas vraiment si c'est de phase, de trois quarts, etc. Donc, Guillaume Dupré a là un petit champ pour faire encore mieux. Dans l'art monétaire, la difficulté la plus grande est de représenter des portraits de trois quarts. C'est extrêmement difficile. Déjà de faire un portrait de face, c'est dur. Un profil, ça va. Face, c'est dur. De trois quarts, c'est extraordinairement dur parce qu'il y a un rapport de proportion qui est à avoir, c'est très difficile. Et dans les monnaies antiques grecques, il y en a 4-5 exemplaires, ceux qui ont inventé ça. Voilà. Ça, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Pareil, vous voyez que là, comment dire, le contrapposto a changé de jambe, que la reine est coiffée d'une façon un peu différente, et que le dauphin, qui ne cherche plus à comment dire, se coiffer avec le casque, il a accaparé dans ses bras. Elle est de 1605, cette pièce. Donc, toujours Propago imperi. Voilà. Donc, les deux, côte à côte. Et il ne faut pas imaginer non plus que comment dire, Dupré a inventé dans l'art monétaire la façon de faire. Ça existait depuis les Ptolémées. Hein. Et les Ptolémées ont, comme Henri IV, une succession de représentations monétaires. Ils sont d'abord représentés en Hercule ou avec une tête d'éléphant en guerrier, qui doivent conquérir leur royaume. Ensuite, ils sont divinisés, comme Alexandre l'était. Et après, ils sont avec une simple couronne de laurier, comme lui. Là. Et là, à ce moment-là, ils sont parfois représentés avec leurs épouses. Hein.
Et donc on a Ptolémée Arsinoé et Bérénice de l'autre côté. C'est les premières pièces de monnaie où on a, comme sur les camées, des profils accolés ensemble, comme sur les camées. Et il y a des camées antiques qui sont à peu près pareilles. On y va. Et donc on a fait des camées, justement, à partir de cette... Et on a reproduit, bien entendu, la médaille, en veux-tu, en voilà. Et Rubens a fait de même, en partant, lui, du grand... Parce que Rubens, comme Dupré, parce qu'ils ont les mêmes fréquentations, il est allé également à Mantoue, il est allé à Ferrare, et il a connu, comme nous on a le grand camée de France, et bien en Italie, il y a le grand camée Gonzague. Et le grand camée Gonzague, c'est cette représentation-là. Et donc, Rubens s'en inspire, bien sûr. Donc Rubens, dans la série des représentations pour la reine Marie de Médicis qu'il a faites pour le Luxembourg, s'est servi de son génie d'abord pour représenter les femmes comme il voulait, pas uniquement pour représenter la beauté. Pour le portrait royal de la face représentée par Guillaume Dupré, pour que ça donne quand même un soupçon d'historicité, une véracité à cette représentation-là. Et sur la composition des tableaux de Rubens, là il faut aller voir les médaillons qui sont conservés aux Antiques, qu'a vu Rubens. On sait qu'il est allé les voir, et lui-même allait à sa maison à Anvers, il y a les camées, en veux-tu, en voilà. C'est un grand collectionneur. Et donc voici la remise de la Régence. C'est la postérité, l'influence. Vous reconnaissez bien sûr le portrait d'Henri IV, vous reconnaissez la composition du tableau. Il a repris ce qui était connu, cette façon de procéder. Et évidemment, c'est peint 12 ans après la mort du roi, et la reine se sert de ce portrait pour essayer de faire croire que la régence a été faite du vivant comme si son mari était encore vivant. Et elle tient moins la régence de son fils que donnée par son mari. Le dauphin regarde d'ailleurs sa mère. Il ne regarde pas le globe. Il est dit aussi, parce qu'on fait des interprétations qui n'ont ni queue ni tête, que la forme même de l'architecture est inspirée des médailles. C'est faux. Ou des camées, c'est faux. Vous allez dans les maisons de Rubens, vous avez la réponse tout de suite. Vas-y. Alors, il y a Jean Bablon, j'aime beaucoup Jean Bablon, qui fait aussi un parallèle avec le fils d'Andromaque et d'Hector. Pareil pour cette représentation, pareil avec le casque. Mais ça, c'est vraiment une interprétation qui est plus littéraire. Pareil dans les livres qui sont là-bas sur les livres d'emblèmes, cette façon qu'on a de penser aux valeurs humaines que l'on doit avoir à cette époque-là. Là, à gauche, c'est Marc-Antonio Santa Croce. Il prend une stèle romaine et il inscrit honneur, fidici synchronachrome, amor et veritas. Et cette stèle, il la met sur le mur d'une église où tout le monde est obligé de passer quand il va chez lui pour sa clientèle. Et ainsi, tout le monde sait que cette valeur trinitaire appartient à cette famille où l'homme, en Mars, Hercule, comme vous voulez, vit avec honneur, tandis que sa femme a la sagesse et vit dans la vérité, et l'amour réunit la fidélité et la concorde. C'est ce que disent les emblèmes. C'est la mentalité de l'époque. Cette façon aussi simplement de croiser les mains, qu'on ne veut pas peindre tout un tableau sur les pièces de monnaie romaines,
on fait ces poignées de main. Vous avez ça également dans les livres d'emblèmes là-bas. On peut passer parce que voilà. Alors, on va passer Saint-Jean de Latran. On peut en lire beaucoup. On va passer ça. Sur Saint-Jean de Latran. Alors, on s'arrête là. Alors, on a dit aussi, il le dit aussi, que quand vous allez à Chantilly, il y a une statue en cire, ou plutôt un grand masque de cire, un buste en cire, qui est peint d'origine, et qui est tellement beau qu'on l'a attribué à Guillaume Dupré. Quand le roi est mort, la future régente pleure, et Nicolas Brulard de Sillery monte la voir, lui annonce la mauvaise nouvelle, et il dit « Arrêtez de pleurer sur vous et sur eux. Travaillez pour eux et pour vous. Le royaume n'a pas besoin de larmes, il a besoin de remèdes. » Et quand on veut comprendre que le roi n'est pas mort, qu'il existe encore cette fonction alors que le suivant n'est pas sacré, on fait ce qu'on appelle une remembrance. Pas savant. Et donc, dans la salle des cariatides du Louvre, Henri IV est un des derniers rois où on le représente. Le cercueil est en dessous. Au-dessus, il y a une remembrance, c'est-à-dire le corps à osier, habillé de ses régalias, et il y a donc un masque de cire. Donc, et on fait un concours pour savoir qui va faire le masque de cire. Donc, Guillaume Dupré et Martin Jacquet, dit de Grenoble. Et c'est Grenoble qui va gagner. On dit, Malherbe dit, il a gagné en fait parce qu'il avait plus d'amis sur place à ce moment-là. Et cette face était trop rouge, celle de Dupré était bien plus belle, mais il ne fut pas retenu. Et donc sur cette réputation-là, parmi les masques funéraires, dit-on, le plus beau est celui de Chantilly, et c'est parce qu'il était le plus beau, par cette réputation-là, qu'on l'attribue à Guillaume Dupré. Le voilà. Alors, c'était le 400e anniversaire d'Henri IV il n'y a pas longtemps, et lors des colloques, ils ont réuni les trois exemples qu'on a en France. On en a un à Carnavalet, on en a un au musée Granet d'Aix-en-Provence, et on a donc celui de Chantilly. Donc on fait une analyse des cires, de la terre, lorsque, comme à Carnavalet, le torse est en terre de poterie, et des cires. Donc vous voyez comme c'est magnifique, c'est vrai que c'est magnifique. Et donc on analyse ça, et on voit qu'en fait, celui du musée Granet le plus récent, il échappe complètement. Celui du musée Condé ne peut pas être de Guillaume Dupré, parce qu'il a été fait plus d'un siècle après. On le sait également parce que l'œuvre qui est à Chantilly, elle est surtout en cire, il fallait bien une âme en bois pour la tenir, et donc le bois même, par la dendrochronologie, on date ça assez bien, et que ce soit la datation par la carbone 14 ou par la luminescence des cires, eh bien, on sait très bien dater les trois portraits. Et donc, celui qui serait d'époque, pas de Dupré, d'époque, c'est celui de Carnavalet. Il reste deux dans le monde qui ont refusé de donner le leur, c'est celui du musée de Cassel et le musée de Genève, un musée ethnographique. Voici, parce que je vous l'ai dit, c'est un sculpteur qui fait d'abord ses modèles dans la cire. La seule cire que j'ai retrouvée, c'est celle du château de Los qui serait signée. Bonjour madame de... etc. Oui, bien sûr. Je peux voir la signature? On l'a pas. Sur internet, tout ce que vous voulez, c'est signé. Tant que vous n'avez pas vu la signature, ce n'est pas vrai. Donc c'est quelque chose que vous pouvez encore... c'est interprété d'ailleurs d'une médaille de Guillaume. La même chose des cires peintes qui étaient à la mode du temps. Et voici pour la naissance du dauphin. Hein,
le roi grandit sous la tutelle de Minerve, c'est lors de la Régence. La régente Marie a les palmes de l'olivier, mais elle a également le foudre pour faire la guerre quand il le faut. Regardez, bon, vous avez reconnu la symbolique à droite, mais regardez la qualité de la fraise. C'est un médaillon, c'est pas plus grand que ça. Jacques de Bille, etc. Bien sûr, postérité. Voici l'autre matrice que j'ai pu retrouver. Voilà. Hein, et il y a une matrice de Catherine de Savoie qui est de l'autre côté de la vitre. Elle est dedans. Voilà. Il y a 3 exemplaires en France connus. Un est à Lens, les 2 autres ailleurs. Donc pareil, là on arrive dans des moments où il se fait aider de son fils, donc le style s'affadit un peu. Vas-y, parce que le temps passe. Vas-y. Et je voudrais arriver sur la période. Vas-y. Donc la symbolique également, vous voyez, elle essaie de gouverner par les arts, et elle met dans les médailles je stabilise la France par les vœux de tous, du clergé, des chevaliers et des magistrats. Donc à chaque fois, elle met un message politique. Elle essaye de gouverner par les arts. Ainsi de suite. Heureuse de la naissance des dieux, ben, c'est sa famille, hein. C'est ses enfants. En Cybèle, avec une tour sur la tête. Et alors là, regardez l'astuce. Elle est sur... Bon, on la voit en habit de... Elle a une petite couronne de veuve qui va devenir de plus en plus petite dans l'art. Et elle est représentée en Cybèle, au gouvernail du navire. C'est le navire de Lutèce, de la capitale, d'abord. Pas oublier. Deuxièmement, il y a ses enfants qui sont là. Ils sont tous là. Et il y a les vents contraires, mais elle mène le bateau à bon port. C'est le symbole. Elle conserve ses dieux dont elle est mère, et elle a été faite déesse justement pour les protéger. Vous voyez aussi, on repasse, la façon dont on a réuni les deux faces de la médaille. Donc il faut 2 fronts différents pour faire une médaille. Vas-y, Jacques de Bille, etc. À chaque fois j'ai essayé de retrouver. Voilà. Pareil, alors pourquoi? La suite arrive, vas-y. Donc c'est Rubens, la postérité de Rubens, je vous l'ai déjà abordé. La maison de Rubens, vous reconnaissez bien le fond, donc ça n'a rien à voir avec la forme d'une monnaie ou d'un camé. Vas-y. Et là, il reprend la symbolique du bateau. Mais là, c'est la transmission du pouvoir au roi, qui avec ses régalias, et elle transmet le pouvoir. C'est quand même moi qui te les donne, le pouvoir. Hein. Elle a encore un peu de puissance, ils ne se sont pas encore... et donc les quatre vertus, vous avez donc la force, vous avez l'Église, vous avez la concorde, et je ne sais plus quoi encore. Enfin, ces 4 femmes ont une valeur symbolique importante. Vous avez la France qui tient le globe et l'épée, vous avez même les feux de Saint-Elme sur la mâture, et vous avez 2 dames qui représentent la tempérance qui rabattent les toiles. Hein, voilà. Et donc c'est repris dans la littérature, etc., etc. Pareil, on va retrouver la symbolique dans les monnaies romaines où c'est le César lui-même qui conduit le bateau. Pareil pour l'Utrède, on va passer. Lesdiguières, je prononce toujours mal. Il a donné son nom à un des guichets du Louvre. Cette médaille est en exposition. Alors, c'est une fois, justement, ces 2 mains qu'on a vues tout à l'heure, cette fidesse. Vous la retrouvez là. C'est toujours important. Donc c'était un contemporain d'Henri IV, bien sûr. Il s'est battu avec lui. Et il a eu des fonctions militaires extrêmement importantes. Voilà. Pareil, donc, il explique. Celle-ci est beaucoup plus subtile. Henri IV demande à Sully, quand même, ce diplomate espagnol
qui fait semblant de vouloir faire la paix et qui en fait prépare la guerre, j'en ai marre. Oui, je vous ai raconté comment il avait cherché à l'user. Et il dit texto, puisqu'ils veulent nous faire la guerre en renard, nous la leur ferons en lion. C'est dit dans les économies royales de Sully, où Sully amène les jetons avec cette représentation-là. Et comme lui, c'est un homme d'armes, eh bien, il met ça au revers. Et c'est donc la furie qui a les seins à l'air, ses cheveux, ce sont comme des vipères, et qui a ces deux flambeaux. Et elle fait la guerre avec un lion. Et on voit quoi dans le bois? Le renard. Vas-y. Là, voilà, il est là, le renard. Et donc ça, c'est expliqué. Si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas compris l'âme, c'est ce qu'on dit, l'âme de la médaille, c'est ça. Si vous n'avez pas compris, ben, vous avez le livre de Jacques Deby ou de tant d'autres qui ont suivi qui vous expliquent cela. Hein? S'ils nous font la guerre en renard, nous leur ferons en lion. Maréchal de Toiras, les hommes de guerre. Donc. On revient à Nicolas Brulard de Sillery, le chancelier si célèbre, qui parcourt le monde, moi qui peux passer, ses portraits, le traité de Verdun. Alors, attends, reviens. Donc j'ai l'impression que, si tu es d'accord, que ça doit être lui. Sur un tableau qui est du 19e. Hein. Ouais. Hein, ça doit être lui. Celui qui est en blanc doit être Sully, et celui qui est à sa gauche doit être Nicolas Brulard de Sillery. À gauche, c'est le légat du pape. Donc les mémoires de Pompote de Bellièvre et de Sillery, il parle en long et en large. Les jetons, on parle symboliquement de la paix de Vervins. Ça c'est pour toi, c'est un cadeau pour toi, Edric. C'est une médaille de Conrad Bloch sur le traité de Verdun. Elle est entièrement en or, et elle a été vendue 70 000 €. Je peux me l'offrir. Voilà. Hein. Conrad Bloch. Voilà. L'histoire de la paix, donc ça c'était pour... Et voici Pierre Janin. Alors Pierre Janin, on le connaît bien, et on a ce médaillon en porcelaine là, qui était prêté par le musée. Et c'est le plus grand médaillon que conserve le Louvre de... Alors, regardez quand même cette force tranquille. Hein, c'est un peu le Raymond Barre de l'époque, mais en plus, comment dire, en plus dur encore. Hein, autant, voilà. Et il a cette force tranquille. Il est sûr de lui, il a une physionomie, on sait que c'est un homme de pouvoir. Il a regardé la façon dont le fondeur a su réussir sans faute de fonte, le col rabattu. Regardez les boutons voilà. Regardez la puissance des boucles, des cheveux comme de la barbe. Regardez la façon dont se détachent bien les lettres sur une médaille qui est fondue. Parce que quand on presse, c'est plus simple. Il suffit de mettre de la pression et hein, là, elle est fondue. Soit vous réussissez du premier coup, soit vous l'achetez. Guillaume Dupré, 1615. Alors Pierre Janin, on le connaît bien, parce que Pierre Janin s'est fait prendre pendant comment dire, lors du siège de Laon, 1594, c'est ça ouais. Et il ne veut pas accepter au départ d'appartenir à la clientèle d'Henri IV. Et lui dit avec des paroles un peu vertes, menaçant de sa pique, vous ne m'aurez pas. Et pourtant, il va très bien négocier, et ils vont sortir avec les honneurs. Et Pierre Janin va aller ensuite dans ses terres, et le roi va aller l'y rechercher. Parce que Pierre Janin, c'est un des hommes français de la diplomatie qui a fait qui a fait des traités de diplomatie extraordinaires, au point que, dans l'histoire métallique des Pays-Bas, là où il a œuvré, eh bien, c'est rare de voir un Français dans une histoire métallique d'un autre pays, eh bien, on a cette médaille-là. Gérard Van Loon, dans l'histoire métallique des Pays-Bas, là, en 1732, fait un éloge du talent d'ambassadeur d'Henri IV. Et
Ne voulant pas, comment dire, il a réussi ce traité d'une trêve de 12 ans qui permettait au roi d'Espagne de ne pas perdre la face. Il a permis à ce que chacun ait avantage, ne perdre rien, et ça a pu se faire. Et c'est pour ça que les Hollandais sont si, comment dire, reconnaissants à Pierre Janin. Voilà, un homme d'État. Voici notre médaillon, prêté par le musée, qui est là. À côté d'autres médaillons de Pierre Janin, d'ailleurs, d'époque. On dit que là, il a fait... C'est peut-être la médaille la plus caractéristique de Guillaume Dupré. Et on la compare à celle faite par Germain Pilon sur un certain Bigard. Voilà. Il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Ben, moi, je préfère Pierre Janin. Enfin bref, voilà. On dit qu'il a eu une influence sur ces médailles-là. C'est faux. Donc, je vous les montre pour dire que voilà, il ne faut pas croire ça. Les médailles des derniers Valois, cette série-là, cette série de médailles représentant les Valois n'est pas de Guillaume Dupré. Maximilien de Béthune. On n'a pas de bel exemplaire de cette monnaie-là, médaille-là. Vas-y. Cette monnaie-là, cette médaille-là, d'Antoine Rusé, d'Effia, on l'a attribuée à Guillaume Dupré tant elle était belle. Mais elle a un défaut technique, c'est Guillaume Dupré n'aurait jamais fait ça. Cette médaille n'est pas stable quand on la pose. Tout comme n'était pas stable non plus, cette médaille qui n'est pas Dupré, représentant le cardinal de Richelieu avec le quadrige, etc. Elle est de Varin, il y a un exemplaire signé Varin au British Museum. Elle fait partie du catalogue d'exposition de l'an, attribué à Guillaume Dupré. Elle n'est pas de Guillaume Dupré, mais elle est très belle. Elle est encore interprétée comme étant de Guillaume Dupré dans le livre de l'histoire métallique de Jacques Deby encore. Et pourtant, c'est une erreur historique d'époque. Voilà. Et il était donc contrôleur général de l'artillerie vers 1629, lorsqu'ils ont fait avec son fils le voyage en Savoie, accompagnant les armées. On trouve pas grand-chose, et surtout on ne trouve aucun canon de l'époque de Guillaume Dupré. Vous savez que les canons, dans les prises de guerre, ce qui se prenait le plus et qui se refondait immédiatement. Par contre, comme la fonction se transmet, on a les canons qui sont fondus à l'arsenal par Guillaume Dupré, par son fils Abraham, et ensuite la fonte est donnée aux Keller, qui viennent de Suisse. Et comme les Keller vont prendre également quelques moules de médailles de Guillaume, on a quand même dans la cour d'honneur des Invalides les premiers canons qui ont suivi Guillaume et Abraham Dupré, qui sont faits. Alors il y a une épigraphie sur ces canons qui est extraordinaire. Donc si un jour on pouvait trouver un canon fondu par Guillaume Dupré, il faut s'attendre à ce qu'on ait une épigraphie de la même veine, et certainement mieux encore. Voilà. Le voyage en Italie. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y va en 1612. Et il s'imprègne des artistes locaux. Voici les artistes auxquels il était confronté lorsqu'il est arrivé. Et voici ce qu'il a fait lui. J'ai François de Mantoue et le Doge, même mot. Regardez à gauche la qualité de la fraise. Et ce ne sont pas des médailles, ce sont des médaillons qui font 10-15 cm de large. Vous avez une épreuve en plomb de la médaille de gauche en exposition. Non, reviens. Regardez, je vous ai dit qu'il revenait parfois en ciselure. Donc il a refait probablement reciselé la carapace, et il lui a refait également un peu de la barbe. Regardez, on voit très bien qu'il lui a refait de la barbe, et même un peu de moustache. Il a piqueté un tout petit peu. C'est la preuve qu'on est revenu derrière pour reciseler la médaille. Regardez la corne ducale du doge, avec ce brocart également de la cape, cette façon dont il a, pour faire
comment dire, le relief des boutons. Franchement, là, il a égalé et peut-être même surpassé les Italiens. Ces médailles étaient faites pour être posées. Elles étaient faites pour être posées sur des meubles ou parfois pour y être insérées. Et quand Louis XIV fait des meubles boules ou que Levasseur ensuite les restaure, on retrouve encore dans ces cabinets bas de médaillés, dans les frontons de ces meubles, on retrouve encore des médailles de Dupré. Vous voyez, franchement, on n'a rien à... La France s'est comportée là dans l'art de la médaille avec du génie, et on peut être fier de notre Guillaume Dupré. Je voulais que vous puissiez faire la comparaison. Regardez, c'est bon, vas-y. Regardez la femme d'un Médicis, Marie-Madeleine d'Autriche, qui est dans le médaillon d'un cabinet bas pour Louis XIV, restauré par Levasseur. Pour dire que l'art français atteint là des sommets et qu'on peut en être fier. Regardez ce col, c'est une architecture. Voilà, je vous la mets en grand parce que pour moi c'est peut-être une des plus belles, une des plus copiées. Et son fils va la copier et la signer à Abraham Dupré. Et même les Keller vont faire sur le même moule, vont faire cette médaille-là aussi. Voilà. Pareil pour les cosmes de Médicis. Ensuite, voilà. Bimétal. Cette médaille-ci, elle est en exposition, vous pouvez la voir. La princesse de Lorraine, un peu figée, c'est pas celle que je préfère. Loge. Barberini. Amédée de Savoie. C'était pas la France. Et là, c'est une femme qui n'était pas si belle, mais qui a eu la régence et le même problème que Marie de Médicis, a conservé son pouvoir. Et elle n'avait pas la beauté, mais du caractère. Elle avait plus de fermeté que d'éclat. C'est ce que reprend la symbolique avec ce diamant brut qui est dans cet outil d'orfèvre. Et on a juste plus de brillant que d'éclat. La matrice de cette médaille, qui est là. Il y en a plusieurs. C'est pas la matrice unique, il y en a eu d'autres. Elle est là. Voici, alors, c'est également un tailleur en pierre fine. Il ne s'éternisait pas de faire d'autres choses. Il y a dans la collection des monnaies antiques un petit saphir et Chabouillet a publié il y a 50 ans cet article où moi je vous ai montré j'ai été ressortir les différents portraits de M. Guillaume de Nassau qui est là, et on voit chaque fois que Guillaume Dupré, même infiniment petit, fait quelque chose, le saphir il est grand comme ça. Hein, c'est comme les Chinois qui font ça dans un truc de riz, hein, c'est tout petit. Eh bien, il met quand même GDF. Donc, méfiez-vous, quand quelque chose est attribué à Guillaume Dupré et que ce n'est pas signé et que c'est présenté comme une pièce importante, c'est probablement faux. Même, ça c'est pas de Guillaume Dupré, c'est le précédent. Voilà. Les oranges. Alors ça c'est... Donc là on a vu la Hollande, Guillaume de Nassau, etc. Ça c'est très important dans la politique française, les alliances. Et là, quand on gouverne la France, l'Europe, et que on veut mettre son pays en marche, il faut aussi de l'industrie. Et qu'est-ce qui coûte à la France? Les miroirs qui viennent d'Italie, on fait ça là. Et les soieries, on a besoin de soie. Eh bien non, on fait venir de la soie, on fait des manuleries un peu partout en France, on en fera même aux Tuileries. Et donc, né de la terre, je gagne le ciel après mon travail, sur la médaille, ce sont des verres à soie. C'est le travail des artisans français qui vont dans le palais même du Louvre faire une manulerie à l'entrée même du Louvre. Et on va mettre des mûriers dans les jardins des Tuileries. Voilà, pareil, c'est son Jacques Deby. Voilà, et ainsi de suite, traité du jardinage chez lui.
Voilà. Regardez dans son traité du jardinage, pour Marie Médicis, les jardins du Luxembourg. Ensuite, regardez frise du jardin des Tuileries, dessous les terrasses des Meuriers. Désormais, les Meuriers, c'est que des terrasses. Et ainsi de suite. On ne va pas tout vous détailler parce que l'heure avance. Et donc, on arrive à la fin parce que moi, j'ai connu Guillaume Dupré parce que je suis d'abord médecin, donc je fais de la monnaie, pas de la médaille. Et je connaissais Dupré parce qu'il faisait les modèles en cire pour Nicolas Brio et qui a un essai du franc de Nicolas Brio et qu'on va vous présenter. Donc c'est ni la méthode avant ni vas-y. Et voilà, voici le franc par Nicolas Brio. C'est un pied fort. Nicolas Brio le grave, mais la cire, le projet que doit reproduire Nicolas Brio, c'est le projet de Guillaume Dupré. Et la Cour des monnaies impose, vous reproduirez en gravure la cire que vous apportera Guillaume Dupré une fois que l'arrêté a validé. Voilà, tout ça, ça va être. Je vous remontre les cabinets bas des médaillés, ces deux-là sont au Louvre. Et voici, pour finir, parce qu'il y a encore là, au 19e, le baron de Bourgoin faisait de la faïence à Rubel avec de l'émail ombrant. Eh bien, on retrouve encore là cette médaille de Guillaume Dupré. Voilà, donc, voici ce deuxième cycle de conférences sur Guillaume Dupré qui s'achève. Je vous remercie de votre tolérance et j'espère faire la même chose plus tard, dans encore 1 ou 2 ans, pour la Société française de numismatique PELA à Paris, avec ça durera bien plus longtemps que voilà. Merci à vous. Et je voudrais vous rappeler que je dédie ce travail à Claude Carême. J'ai donné à Claude Carême un jeton de la Société académique. Monsieur Sarter, pourriez-vous vous faire aider de Jean-Christophe Dumas? Il y a à côté du catalogue un jeton de la Société académique que j'aimerais offrir à Eric Thierry ce soir. J'ai un double, rassure-toi. Avec la même symbolique. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Je vais le chercher et je vais l'offrir au président. Merci beaucoup. Ouais.